Novecento, pianiste, de Alessandro Baricco. J'ai écrit ce texte pour un comédien, Eugenio Allegri, et un metteur en scène, Gabriele Vakis. Ils en ont fait un spectacle qui a été présenté en juillet de cette année au Festival d'Asti. Je ne sais pas si cela suffit pour dire que j'ai écrit un texte de théâtre. En réalité, j'en doute. À le voir maintenant sous forme de livre, j'ai plutôt l'impression d'un texte qui serait à mi-chemin entre une vraie mise en scène et une histoire à lire à voix haute. Je ne crois pas qu'il y ait un nom pour des textes de ce genre. Peu importe. L'histoire me paraissait belle et valoir la peine d'être racontée. J'aime bien l'idée que quelqu'un la lira. Septembre 1994. Pour Barbara. Ça arrivait toujours, à un moment ou à un autre. Il y en avait un qui levait la tête et qui la voyait. C'est difficile à expliquer. Je veux dire, on y était plus d'un millier sur ce bateau, entre les rupins en voyage et les émigrants, et d'autres gens bizarres et nous. Et pourtant, il y avait toujours un seul, sur tout cela, un seul qui le premier la voyait. Un qui était peut-être là, en train de manger ou de se promener, simplement sur le pont, ou de remonter son pantalon. Il levait la tête un instant, il jetait un coup d'œil sur l'océan, et il la voyait. Alors il s'immobilisait, là, sur place, et son cœur battait à en exploser. Et chaque fois, chaque maudite fois, je le jure, il se tournait vers nous, vers le bateau, vers tous les autres, et il criait « Adagio et lentissimo, l'Amérique !» Et puis il restait là sans bouger, comme s'il devait rentrer dans la photo, avec la tête du type qui se les fabriquait tout seul, l'Amérique. Le soir, après le boulot, et des fois aussi le dimanche, son beau-frère l'a peut-être un peu aidé, celui qui est maçon, un type bien. Au départ, il voulait faire juste un truc en contreplaqué, et puis il s'est laissé entraîner, et il a fait l'Amérique. Celui qui est le premier à voir l'Amérique. Sur chaque bateau, il y en a un. Et il ne faut pas croire que c'est le hasard, non, ni même une question de bonne vue, c'est le destin, ça. Ces types-là, depuis toujours, dans leur vie, ils avaient cet instant-là d'écrit. Même tout petit, si tu les regardais dans les yeux, en regardant bien, tu la voyais déjà, l'Amérique. Elle était là, prête à bondir, à remonter le long des nerfs ou du sang ou je ne sais quoi, et puis de là au cerveau, puis sur la langue, et puis sur ce cri, il crie « L'Amérique !» Elle était déjà là, dans ses yeux d'enfant, déjà là tout entière, l'Amérique. Là, qui attendait. Celui qui m'a appris ça, c'est Danny Boonman, Teddy Lemon Novecento, le plus grand pianiste qui ait jamais joué sur l'océan. Dans les yeux des gens, on voit ce qu'ils verront, pas ce qu'ils ont vu. Il disait ça, ce qu'ils verront. J'en ai vu, moi, des Amériques. 7 ans sur ce bateau, 5 ou 6 traversées par an, d'Europe jusqu'en Amérique et retour, toujours à tremper dans l'océan. Quand tu redescendais à terre, tu n'arrivais même plus à pisser droit dans les chiottes. Les chiottes, ils ne bougeaient pas, mais toi, tu continuais à te balancer. Parce qu'un bateau, tu peux toujours en descendre, mais de l'océan, non. J'y suis montée, moi, j'avais 17 ans. Et dans la vie, il n'y avait qu'une seule chose qui comptait pour moi, jouer de la trompette. Alors, quand le bruit a couru qu'il cherchait des gars pour le paquebot, le Virginian, là-bas sur le port, je me suis mis sur les rangs. Avec ma trompette. Janvier 1927. Des musiciens, on en a déjà, me dit le type de la compagnie. Je sais. Et je me suis mise à jouer. Lui, il est resté là à me fixer, pas un muscle de son visage qui bougeait. Il a attendu que j'ai fini, sans dire un seul mot. Et puis, il m'a demandé « C'était quoi ?» Je sais pas. Ses yeux se sont mis à briller. Quand tu ne sais pas ce que c'est, alors c'est du jazz. Puis il a fait un truc bizarre avec la bouche, peut-être un sourire. Il avait une dent en or, juste là, tellement au milieu qu'on aurait dit qu'il l'avait mise en vitrine pour la vendre. Ils en raffolent de cette musique là-haut. Là-haut, ça voulait dire sur le bateau. Et cette espèce de sourire, ça voulait dire que j'étais engagée. On jouait 3, 4 fois par jour. D'abord pour les rupins en classe de luxe, ensuite pour ceux des secondes, et de temps en temps, on allait voir ces miséreux des migrants et on leur jouait quelque chose, mais sans l'uniforme, comme ça nous venait, et quelquefois, eux aussi, ils jouaient avec nous. On jouait parce que l'océan est grand et qu'il fait peur. On jouait pour que les gens ne sentent pas le temps passer et qu'ils oublient où ils étaient et qui ils étaient. On jouait pour les faire danser, parce que si tu danses, tu ne meurs pas, et tu te sens Dieu. Et on jouait du ragtime, parce que c'est la musique sur laquelle Dieu danse quand personne ne le regarde, sur laquelle Dieu danserait s'il était nègre.
Le comédien sort de scène, commence alors une musique Dixie très gaie et absolument idiote. Le comédien revient sur scène, vêtu d'un élégant uniforme de jazzman de paquebot. À partir de ce moment, il se comporte comme si l'orchestre était physiquement sur la scène. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, signore et signori. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce navire, bienvenue sur cette ville flottante, copie conforme en tout point du Titanic. On se calme, on reste assis. Le monsieur là-haut touche du bois, je le vois, bienvenue sur l'océan donc. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites là? C'était un pari? Vous aviez les créanciers aux fesses? Vous êtes en retard de 30 ans sur la ruée vers l'or? Vous vouliez visiter le bateau et vous ne vous êtes pas aperçu qu'il était parti? Vous étiez juste sorti pour acheter des allumettes. En ce moment, votre femme est chez les flics. Elle dit pourtant c'était un type bien tout à fait normal. 30 ans de mariage et pas une dispute. Bref, qu'est-ce que vous pouvez bien fiche ici, à 300 miles de n'importe quel bon Dieu de monde et à 2 minutes du prochain dégueulis? Pardonnez-moi, madame, je plaisantais, ne vous inquiétez pas. Ce navire file tel une boule sur le billard de l'océan. Tchac! Plus que 6 jours, 2 heures et 47 minutes et blop dans le trou. New York. Orchestre au premier plan. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de vous expliquer que ce navire est, à bien des égards, un bateau extraordinaire. Et tout compte fait, unique en son genre. Sous le commandement du capitaine Smith, claustrophobe notoire et homme d'une grande sagesse, vous avez sans doute remarqué qu'il dort dans un canot de sauvetage. Travaille pour vous une équipe pratiquement unique de professionnels, qui tous sortent de l'ordinaire. Paul Cieszynski, notre pilote, ancien prêtre polonais, sensitif, pranothérapeute, hélas aveugle. Bill Young, notre radio, grand joueur d'échecs, manchot et affligé de bégaiement. Notre médecin du bord, le docteur Klausermann Spitz-Wegensdorfentag, pas très pratique en cas d'urgence, mais surtout Monsieur Pardin, notre chef cuisinier, arrivé directement de Paris, où il est cependant aussitôt reparti, après avoir constaté de visu que ce navire, par une curieuse circonstance, est totalement dépourvu de cuisine, comme l'avait d'ailleurs finement remarqué Monsieur Camembert, Camine 12, qui s'est plaint aujourd'hui d'avoir trouvé son lavabo rempli de mayonnaise. Ce qui est surprenant, car en général dans les lavabos nous rangeons les tranches de fromage. Ceci en raison de la non-existence des cuisines, à laquelle il faut d'ailleurs attribuer l'absence sur ce navire de véritables cuisiniers, ce qu'était sans aucun doute possible Monsieur Pardin, aussitôt reparti pour Paris, d'où il arrivait directement, persuadé de trouver ici des cuisines qui, reconnaissons-le, si l'on s'en tient aux faits, n'y sont pas, et cela en raison d'un amusant oubli de monsieur qui a conçu ce navire, l'éminent ingénieur Camilleri, anorexique de réputation mondiale, auquel je vous demanderai de bien vouloir adresser vos applaudissements les plus chaleureux. Orchestre au premier plan. Croyez-moi, des bateaux comme celui-là, vous n'en trouverez pas d'autres. Peut-être, en cherchant pendant des années, pourriez-vous retrouver un capitaine claustrophobe, un pilote aveugle, un radio qui bégaye, un docteur au nom imprononçable, tous réunis sur le même navire, et pas de cuisine. Peut-être. Mais ce qui ne vous arrivera plus jamais, ça, vous pouvez en jurer, c'est d'être assis là, le cul posé sur 10 cm de fauteuil au-dessus de plusieurs centaines de mètres cubes d'eau, en plein milieu de l'océan, avec ce miracle devant vos yeux, cette merveille dans vos oreilles, ce rythme dans vos pieds et dans votre cœur, le sound de l'unique, de l'inimitable, de l'immensément grand Atlantic Jazz Band. Orchestre au premier plan. Le comédien présente les instrumentistes l'un après l'autre. À chaque nom succède un bref solo. À la clarinette, Sam Sleepy Washington. Au banjo, Oscar de la Guerra. À la trompette, Tim Tooney. Trombone, Jill Jim Breath Gallup. À la guitare, Samuel Hawkins. Et enfin au piano, Danny Budman Tidi Lemon Novecento, le plus grand. La musique s'interrompt brusquement. Le comédien abandonne son ton de présentateur et tout en continuant de parler, enlève son uniforme de musicien. Il l'était vraiment, le plus grand. Nous, on jouait de la musique, lui, c'était autre chose. Lui, il jouait quelque chose qui n'existait pas avant que lui ne se mette à le jouer, ok? Quelque chose qui n'existait nulle part. Et quand il quittait son piano, ça n'existait plus, ça n'était plus là, définitivement. Danny Budman Tidi Lemon Novecento. La dernière fois que je l'ai vu, il était assis sur une bombe, sans blague. Il était assis sur une charge de dynamite grosse comme ça. Une longue histoire. Il disait « Tu n'es pas vraiment fichu tant qu'il te reste une bonne histoire » et quelqu'un à qui la raconter. Son histoire à lui, c'était quelque chose. Il était sa bonne histoire à lui tout seul. Une histoire dingue à vrai dire, mais belle. Et ce jour-là, assis sur toute cette dynamite, il m'en a fait cadeau.
parce que j'étais son meilleur ami. J'en ai fait des conneries. On me mettait la tête en bas, que rien ne sortirait de mes poches, même ma trompette, je l'ai vendue, j'ai tout vendu. Mais cette histoire-là, non. Cette histoire-là, je ne l'ai pas perdue. Elle est toujours là, limpide et inexplicable, comme seule la musique pouvait l'être quand elle était jouée, au beau milieu de l'océan, par le piano magique de Danny Boudman, Tidy Lemon Novecento. Joué pour le final. Quand le dernier accord s'éteint, le comédien revient sur scène. C'est un marin appelé Danny Boudman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre tous, bien habillés, avec même une cravate. Les hommes et les enfants, des genres de chemises blanches, ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais même plus un rideau, plus un drap, rien. Ils s'étaient fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille. Tu pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi, par là-dessus, un mouflet, autrement dit une bouche de plus à nourrir pour un émigrant, et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors ils le laissaient sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement, si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un Rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand, je le jure, le plus grand. Bon, bref, le vieux Boudman le trouva là, et chercha quelque chose, disant qui il était, mais il ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue. Tidy Limoni. Il y avait même une espèce de dessin, avec un citron. Bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon ». Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha, quelque chose comme la sensation qu'il était devenu père. Pendant tout le reste de sa vie, il continua à prétendre que Tidy, ça voulait dire évidemment « Thanks, Danny ». Merci, Danny. C'était absurde, mais il y croyait. Ce môme, on l'avait laissé là pour lui. Il en était sûr. Tidy, thanks Danny. Un jour, quelqu'un lui apporta un journal où il y avait une réclame, et un type avec une tête d'imbécile et des moustaches fines, genre Latin Lover, et un citron gros comme ça, dessiné, et ce qu'il y avait d'écrit à côté, c'était Tano d'Amato, le roi des citrons, Tano d'Amato, le citron des rois, avec je ne sais quel certificat au premier prix ou quoi, Tano d'Amato, le vieux Boudman, il n'a pas fait un pli. C'est qui ce pédé, il a dit. Et il s'est fait donner le journal, parce qu'à côté de la réclame, il y avait les résultats des courses. Il n'y jouait pas aux courses. C'était les noms des chevaux qui lui plaisaient, seulement ça. C'était une vraie passion. Il te disait toujours « Écoute celui-là, écoute, il a couru hier à Cleveland, écoute, ils l'ont appelé Sherman Brouille. Non mais tu te rends compte, c'est pas Dieu possible, et celui-là, regarde, peut mieux faire, c'est pas à crever de rire ?» Il aimait ça, les noms des chevaux. C'était sa passion, quoi. Lequel avait gagné, il s'en tamponnait complètement. Ce qui lui plaisait, c'était les noms. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom, Danny Boudman. La seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté Tidy Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton, parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Tous les avocats, ils en ont, confirma Bertie Bum, un machiniste qui avait fait de la prison grâce à un avocat qui s'appelait John P.T.K. Wonder. S'il fait avocat, je le tue, déclara le vieux Boudman. Mais il lui laissa les 2 initiales à l'intérieur de son nom, ce qui donna Danny Boudman, Tidy Lemon. C'était un beau nom. Ils se l'étudièrent un peu, en se le répétant à voix basse, le vieux Danny et les autres en bas dans la salle des machines. Mais les machines éteintes, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boudman, mais il lui manque quelque chose, il lui manque un grand final. C'était vrai, il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Stool, qui était serveur.
Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. Danny y réfléchit. Puis il sourit. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento. 1900. 1900, mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. À partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento. C'est parfait, c'est magnifique. Un sacré grand nom. Christ, vraiment un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Il n'aurait jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Danny Boodman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis pendant une tempête au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Il était tout cassé à l'intérieur, impossible de le réparer. Novecento était un gamin à l'époque. Il s'assit à côté du lit de Danny et il n'en bougea plus. Il avait une pile de vieux journaux et il passa ces 3 jours en se donnant un mal de chien à lire au vieux Danny, qui était en train de casser sa pipe, tous les résultats des courses qu'il trouvait. Il mettait les lettres ensemble, comme Danny lui avait appris, le doigt posé sur le papier du journal, les yeux qui ne s'en détachaient pas un instant. Il ne lisait pas vite, mais il lisait. C'est ainsi que le vieux Danny mourut sur la 7e course de Chicago, remporté de 2 longueurs par eau potable sur minestrone et de 5 sur fond de teint bleu. Il faut dire qu'en entendant ces noms-là, il n'avait pas pu s'empêcher de rire, et en riant, il passa l'arme à gauche. On l'enveloppa dans une grande toile, et on le rendit à l'océan. Sur la toile, à la peinture rouge, le capitaine écrivit « Thanks, Danny ». Et c'est ainsi que, brusquement, Novecento devint orphelin pour la 2e fois. Il avait 8 ans, et derrière lui, déjà une 50aine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais y descendre, jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne, avec les histoires de papiers et de visa, ce genre de choses, si bien qu'à chaque fois, Novecento, lui, il restait à bord, et puis au bout d'un certain temps, on repartait. À dire précisément, Novecento, pour le monde, il n'existait même pas. Pas une ville, pas une paroisse, pas un hôpital, pas une prison, pas une équipe de baseball où son nom soit marqué quelque part. Il n'avait pas de patrie, il n'avait pas de date de naissance, il n'avait pas de famille. Il avait 8 ans, mais officiellement il n'était pas né. Ça ne pourra pas continuer longtemps, cette histoire, disaient quelquefois les autres à Danny. Et en plus, c'est contre la loi. Mais Danny avait une réponse qui faisait pas un pli. Au cul la loi, il disait. On ne peut plus réellement discuter à partir de là. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée, pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Ils le cherchèrent dans tout le bateau pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment parce qu'il s'y était habitué à ce gamin finalement sur le Virginian. Et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde. Et la mer, elle fait ce qu'elle veut, et si bien qu'ils avaient tous la mort dans l'âme quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu, et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice, mais cette fois-là c'était différent. Ils perdaient Novecento, et c'était pour toujours. Quelque chose leur grignotait le sourire, à eux tous, ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit de la traversée, alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Le commandant jura, mais alla voir. Salle de bal des premières, lumière éteinte, silhouette en pyjama, debout, à l'entrée, passagers tirés de leur cabine, et aussi des marins et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines, et même Truman, le radio. Silencieux tous, à regarder. Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, elle ne touchait même pas le sol, et, aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Commence une musique enregistrée pour piano, plutôt simple, lente, séduisante. Il jouait je ne sais quel diable de musique, petite mais belle. Pas de trucage, c'était vraiment lui qui jouait, c'était ses mains à lui, sur ce clavier, Dieu sait comment.
Et il fallait entendre ce qui en sortait. Il y avait une dame en robe de chambre rose avec des espèces de pinces dans les cheveux, le genre bourré de fric, si vous voyez ce que je veux dire, une américaine mariée avec un assureur. Eh bien, elle avait de grosses larmes, ça coulait sur sa crème de nuit. Elle regardait et elle pleurait, elle ne pouvait plus s'arrêter. Quand elle vit le commandant à côté d'elle, bouillant de surprise, mais bouillant, littéralement, quand elle le vit à côté d'elle avec un reniflement, la grosse dame riche, je veux dire, elle montra le piano et en reniflant, elle demanda « S'appelle comment ?»« Novecento. »« Pas la chanson, le petit garçon. »« Novecento. »« Comme la chanson ?» C'était le genre de conversation qu'un commandant de marine peut difficilement poursuivre au-delà des 4 ou 5 premières répliques. Surtout quand il vient de découvrir qu'un gosse qu'on croyait mort non seulement était vivant, mais avait entre-temps appris à jouer du piano. Il planta là la grosse dame riche, avec ses larmes et tutti quanti, et traversa toute la salle d'un pas décidé, en pantalon de pyjama et veste d'uniforme déboutonnée. Il ne s'arrêta qu'arrivé près du piano. Il y en avait beaucoup des choses qu'il aurait voulu dire à cet instant-là, entre autres « Où t'as appris, bordel ?» et aussi « Où diable est-ce que t'étais fourré ?» Mais comme beaucoup d'hommes habitués à vivre en uniforme, il avait fini par penser également en uniforme. C'est pourquoi il dit « Novecento, tout ceci est absolument contraire au règlement. » Novecento s'arrêta de jouer. C'était un petit garçon qui parlait peu mais apprenait vite. Avec douceur, il regarda le commandant et lui dit « Au cul le règlement !» On entend en audio des bruits de tempête. L'océan s'est réveillé, l'océan a déraillé. L'eau explose dans le ciel, elle explose, elle dégringole, arrache les nuages au vent et les étoiles. Il est furieux l'océan, il se déchaîne. Mais jusqu'à quand, personne ne sait. Un jour entier, ça finira par s'arrêter. Maman, ce truc-là, maman, tu me l'avais pas dit. Dors, mon enfant, c'est la berceuse de l'océan. L'océan qui te berce. Tu parles qu'il me berce, il est furieux l'océan. Partout l'écume et le cauchemar, il est fou l'océan. Aussi loin qu'on peut voir, tout est noir, de grands murs noirs qui déboulent à tous. Là, tous, la gueule ouverte, en attendant que ça s'arrête, qu'on coule à pic. Je veux pas, maman, je veux l'eau qui repose, l'eau qui reflète, arrête-moi. Ces murailles absurdes, ces murailles d'eau qui dégringolent et tout ce bruit. Je reveux l'eau que tu connais, je reveux la mer, le silence, la lumière et les poissons volants. Dessus, qui volent. Première traversée, première tempête, la poisse. J'avais même pas eu le temps de comprendre où j'étais que je me retrouvais dans un des grains les plus terribles de l'histoire de Virginian, en pleine nuit. Il a eu les boules et hop, il a tout envoyé promener, l'océan. À croire que ça ne s'arrêterait jamais. Le type qui est sur un bateau pour jouer de la trompette, on ne peut pas dire qu'il soit d'une grande utilité quand l'ouragan arrive. Il peut juste éviter de jouer de la trompette, histoire de ne pas compliquer les choses. Et puis rester sur sa couchette, bien tranquille. Mais moi, je ne pouvais pas. T'as beau essayer de penser à autre chose, tu es sûr que tôt ou tard, ces mots vont venir se vriller dans ton crâne. Fais comme un rat. Je ne voulais pas crever comme un rat, alors je suis sortie de ma cabine et j'ai commencé à errer de ci, de là. Je ne savais même pas où aller. Ça faisait 4 jours seulement que j'étais sur ce bateau. Déjà pas mal si je retrouvais le chemin des toilettes. C'est des vraies villes flottantes, ces machins, sans blague. Bref, ça n'a pas fait un pli. À force de me cogner dans tous les coins et de prendre des couloirs au hasard, comme ça se présentait, j'ai fini par me perdre. Bon. J'étais fichue cette fois. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un type, tout élégant, habillé de noir et qui marchait tranquillement. Pas du tout l'air d'être perdu, on aurait dit qu'il n'entendait même pas les vagues, comme s'il était à Nice, sur la promenade des Anglais. Ce type-là, c'était Novecento. Il avait 27 ans à l'époque, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui. Il racontait des drôles de choses, il disait Novecento. Il n'est jamais descendu, il est né sur le bateau. Et depuis, il y est resté. Toujours. 27 ans sans mettre pied à terre, jamais. Dit comme ça avait tout l'air d'une craque monumentale. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'était que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer, dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne comprenait rien à la musique, mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et lui disait tout bas « Novecento, s'il te plaît, que les notes normales, d'accord ?» Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales, en regardant fixement devant lui, jamais un regard pour ses mains, comme s'il était complètement ailleurs. Maintenant, je le sais qu'il y était, ailleurs, mais à l'époque, je ne le savais pas. Je le trouvais un peu bizarre, c'est tout.
Cette nuit-là, au beau milieu de la tempête, avec cet air de grand seigneur en vacances, il me vit là, égaré dans un couloir quelconque, avec la tête du type qui est mort. Il me regarda, il me sourit, et il me dit « Viens ». Eh bien, quand un gars qui est sur un bateau pour jouer de la trompette rencontre un beau milieu d'un ouragan, un gars qui lui dit « Viens », le gars qui joue de la trompette, il n'a qu'une seule chose à faire, il y va. J'y allais donc. Lui, il marchait, moi c'était un peu différent. Je n'avais pas une aussi belle allure, mais bon. On finit par arriver jusqu'à la salle de bal, et puis balloter de ci de là, enfin surtout moi, parce que lui, on aurait dit qu'il avait des rails sous les pieds. On arrive près du piano. Personne aux environs, il faisait presque noir. Juste quelques petites lueurs ici ou là. Novecento me montra les pieds du piano. « Enlève les cales, il me dit. » Le bateau dansait, que c'en était un plaisir. Tu tenais à peine debout, et ça n'avait aucun sens de débloquer ses roulettes. Si tu as confiance en moi, enlève-les. Il est fou ce type, j'ai pensé, et je les ai enlevés. Maintenant, viens t'asseoir ici, me dit alors Novecento. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait faire. Vraiment, je n'y comprenais rien. J'étais là, à tenir ce piano qui commençait à glisser comme un énorme savon noir. C'était une situation de merde, je vous jure, dans la tempête jusqu'au cou, et avec ce dingue en plus assis sur ton tabouret, autre fichu savon, et ses mains immobiles sur le clavier. Si tu ne t'assieds pas maintenant, tu ne t'assiéras jamais, dit le dingue en souriant. Il montre sur une sorte de portant entre la balançoire et le trapèze. Ok, tant qu'à être dans la merde, autant sauter à pieds joints, non? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je m'y assois? Ok, sur ton connard de tabouret, ça y est, j'y suis, et maintenant? Et maintenant, n'aie pas peur. Et il commença à jouer. Commence une musique pour piano solo. C'est une sorte de danse, de valse, légère et douce. Le portant commence à se déplacer, faisant tourner le comédien autour de la scène. À mesure que le comédien progresse dans son récit, le mouvement se fait de plus en plus ample, jusqu'à frôler les coulisses. À présent, personne n'est obligé de le croire. Et pour être exact, je n'y croirais pas moi-même si on me le racontait, mais la vérité vraie, c'est que ce piano commença à glisser sur le parquet de la salle de bal, et nous derrière lui, avec Novecento qui jouait, sans détacher son regard des touches. Il avait l'air ailleurs, et le piano suivait les vagues, il s'en allait d'un côté, revenait de l'autre, puis tournait sur lui-même et filait droit sur les baies vitrées. Puis à un chevet de la vitre, il s'arrêtait et recommençait à glisser doucement, dans l'autre sens, je veux dire. C'était comme si l'océan le berçait, et nous avec. Moi, j'y comprenais rien, et Novecento, lui, il jouait, il continuait à jouer, et c'était clair que ce piano, il se contentait pas de jouer dessus, mais qu'il le conduisait, vous comprenez? Avec les touches, avec les notes. Je sais pas avec quoi, mais il le conduisait où il voulait, ce piano. C'était absurde, mais n'empêche. Et pendant qu'on le voltigeait entre les tables, en frôlant les lampadaires et les fauteuils, j'ai compris à ce moment-là que ce qu'on faisait, ce qu'on était en train de faire, c'était danser avec l'océan. Nous et lui, les danseurs fous, et parfaits, emportés dans une valse lente sur le parquet doré de la nuit. Oh yes! Il commence à voltiger amplement à travers toute la scène sur son portant avec un air de bonheur, pendant que l'océan devient fou, que le navire danse et que la musique du piano dicte une sorte de valse qui, à travers différents effets sonores, accélère, freine, tourne, bref, conduit le grand bal. Puis après la énième acrobatie, par suite d'une fausse manœuvre, il se retrouve sur sa lancée, derrière les coulisses. La musique tente de freiner, mais il est trop tard. Le comédien a juste le temps de crier « Oh Christ !» et il disparaît par la coulisse, heurtant quelque chose. On entend un grand fracas, comme s'il avait cassé une baie vitrée, une table de bar, un salon, quelque chose. Grand boucan, instant de pause et de silence. Puis par la même coulisse que celle par laquelle il avait disparu, le comédien revient, lentement. Novecento m'expliqua qu'il fallait encore le perfectionner, ce truc. Et je lui répondis qu'en fait, il s'agissait seulement d'enregistrer les freins. Quand la tempête fut terminée, le commandant nous dit, avec animation et en riant, « Nom d'un diable, tous les deux, vous descendez illico dans la salle des machines et vous y restez, sinon je vous tue de mes propres mains. Et que ce soit bien clair, vous payerez tout, jusqu'au dernier centime, même si vous devez travailler toute votre vie, aussi vrai que ce bateau s'appelle le Virginian et que vous êtes les deux plus grands imbéciles qui aient jamais traversé l'océan. » Et c'est là, cette nuit-là, dans la salle des machines, que Novecento et moi en est devenus amis. À la vie, à la mort, pour toujours. Notre temps passa à calculer ce que ça pouvait faire en dollars tout ce qu'on avait cassé. Et plus ça chiffrait, plus on riait. Quand j'y repense, je crois bien que c'était ça, être heureux.
ou ça y ressemblait. Ce fut cette nuit-là que je lui demandai si elle était vraie, cette histoire, l'histoire de lui et du bateau, qu'il était né dessus, quoi, et tout le reste, si c'était vrai qu'il n'était jamais descendu, et il me répondit « Oui. » Mais vrai, vraiment, il était très sérieux, vrai, vraiment. Et je ne sais pas, mais à ce moment-là, ce que j'ai senti en moi pendant un instant, sans le vouloir et sans savoir pourquoi, ça a été un frisson. Et c'était un frisson de peur. De peur. Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait, et ce qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui où il s'en allait, finalement, dans sa tête, pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Il m'a répondu « Aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, il y avait de la lumière partout, et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois, il allait dans un endroit différent, en plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrivait à la taille, ou dans la plus grande église du monde, à compter les colonnes et regarder les crucifix, bien en face. Il voyageait. Le plus difficile à comprendre, c'était comment il pouvait savoir à quoi ça ressemblait, une église et la neige et les tigres, et, je veux dire, il n'en était jamais descendu de ce bateau, pas une seule fois. C'était pas une blague, c'était absolument vrai. Jamais descendu, pas une fois. Et toutes ces choses-là, pourtant, c'était comme s'il les avait vues. Novecento, tu lui disais « Une fois, j'ai été à Paris ». Et il te demandait si tu avais vu les jardins de machin truc ou si tu avais dîné à tel endroit. Il savait tout. Il te disait « Ce que j'aime là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en me baladant sur le pont Neuf. Et quand les péniches passent, m'arrêter, les regarder d'en haut et leur faire signe avec la main. » Mais tu y es déjà allé à Paris, Novecento ? Non. Alors ? C'est-à-dire, si. Comment ça, si ? Paris. Tu pouvais te dire qu'il était fou, mais ce n'était pas si simple. Quand un type te raconte avec une précision absolue quelle odeur il y a sur Bertham Street, l'été, quand la pluie vient juste de s'arrêter, tu ne peux pas te dire qu'il est fou par la seule et stupide raison qu'il n'est jamais allé sur Bertham Street. Lui, dans les yeux de quelqu'un, dans les paroles de quelqu'un, cet air-là, l'air de Bertham Street, il l'avait respiré vraiment, à sa manière, mais vraiment. Le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu, mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento sur ce bateau le guettait et lui volait son âme. Il avait du génie pour ça, il faut le dire. Il savait écouter et il savait lire. Pas les livres, ça, tout le monde peut. Lui, ce qu'il savait lire, c'était les gens. Les signes que les gens emportaient avec eux. Les endroits, les bruits, les odeurs, leurs terres, leur histoire, écrites sur eux du début à la fin. Et lui, il la lisait, et avec un soin infini. Il cataloguait, il répertoriait, il classait. Chaque jour, il agitait un petit quelque chose à cette carte immense qui se dessinait peu à peu dans sa tête. Une immense carte, la carte du monde tout entier, d'un bout jusqu'à l'autre, des villes gigantesques et des comptoirs de bars, des longs fleuves et de petites flaques et des avions et des lions, une carte gigantesque. Et ensuite, il voyageait dessus comme un dieu, pendant que ses doigts se promenaient sur les touches en caressant les courbes d'une ragtime. Commence en audio un ragtime mélancolique. Il m'a fallu des années, mais j'ai fini un jour par prendre mon courage à deux mains, et je lui ai posé la question. Nom de Dieu, Novecento, pourquoi est-ce que tu ne descends jamais, même une fois, rien qu'une ? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas le voir, le monde, de tes yeux, de tes propres yeux ? Pourquoi est-ce que tu restes dans cette prison flottante quand tu pourrais être sur ton pont Neuf à regarder les péniches et le reste ? Tu pourrais faire ce que tu veux, tu joues du piano comme un dieu. Ils seraient tous dingues de toi. Tu te ferais un paquet de fric, tu pourrais te choisir la plus belle maison qui soit. Tu pourrais même t'en faire une forme de bateau. Qu'est-ce que ça peut faire ? Mais tu la mettrais où tu veux, au milieu des tigres par exemple, ou sur de Bertham Street. Nom de Dieu, tu ne peux pas continuer toute ta vie à traverser dans les deux sens comme un con. T'es pas un con, tu es grand, et le monde est là. Il y a juste cette foutue passerelle à descendre. Qu'est-ce que c'est ? Juste quelques petites marches de rien, mais il y a tout. Nom de Dieu. Au bout de ces quelques marches, il y a tout. Pourquoi tu continues, au lieu de descendre de ce machin au moins une fois, rien qu'une ? Novecento, pourquoi tu ne descends pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ce fut durant l'été de 1931, que Jelly Roll Morton monta sur la Virginian, tout habillé de blanc jusqu'au chapeau, et avec un diamant comme ça au doigt.
Lui, c'était un type. Quand il faisait des concerts, il écrivait sur les affiches « Ce soir, Jelly Roll Morton, l'inventeur du jazz ». Ce n'était pas juste une manière de dire, il en était convaincu, l'inventeur du jazz. Il jouait du piano, toujours un peu assis de trois quarts et avec deux mains, comme des papillons, ultra légères. Il avait commencé dans les bordels à la Nouvelle-Orléans. C'est là qu'il avait appris à effleurer les touches et caresser les notes. À l'étage au-dessus, les gens faisaient l'amour et ils ne voulaient pas entendre du bastringue. Eux, ils voulaient une musique qui sache se glisser derrière les tentures et sous les lits, sans déranger. Lui, il leur jouait cette musique-là. Et pour ça, vraiment, il était le meilleur. Un jour, quelque part, il entendit parler de Novecento. Quelqu'un dut lui dire un truc dans le genre « Celui-là, c'est le plus grand pianiste du monde. » Ça peut paraître absurde, mais ça aurait très bien pu arriver. Il n'avait jamais joué une seule note en dehors du Virginian Novecento, mais pourtant, à sa manière, c'était un personnage célèbre en ce temps-là, une petite légende. Ceux qui descendaient du bateau parlaient d'une musique bizarre et d'un pianiste. On aurait dit qu'il avait 4 mains tellement il jouait de notes. De drôles d'histoires circulaient, quelques-unes vraies parfois, comme celle du sénateur américain Wilson qui avait fait tout le voyage en 3e classe parce que c'était là que Novecento jouait quand il ne jouait que les notes normales, mais quand il jouait les siennes, qui ne l'étaient pas normales. Il y avait un piano là en bas, et Novecento y allait l'après-midi ou tard dans la nuit. D'abord il écoutait, il demandait aux gens de lui chanter les chansons qu'il connaissait. Parfois quelqu'un prenait une guitare ou un harmonica, n'importe quoi, et se mettait à jouer des musiques venues d'on ne sait où. Et Novecento écoutait, puis il commençait à effleurer les touches. Pendant que les autres chantaient ou jouaient, il effleurait les touches et petit à petit ça devenait une vraie musique. Des sons sortaient du piano, un piano droit, noir, et c'étaient des sons de l'autre monde. Il y avait tout là-dedans, toutes les musiques de la terre réunies ensemble, à en rester baba. Et il resta baba, le sénateur Wilson, d'entendre ça, sans même parler qu'il était en 3e classe. Lui, tout élégant, au milieu de cette puanteur, parce que c'était une véritable puanteur, sans même en parler, donc, ils ont été obligés de le descendre de force à l'arrivée parce que lui, sinon, il restait là-haut, à écouter Novecento pendant tout le reste des foutues années qu'il avait encore à vivre. Sans blague. C'était marqué sur le journal, mais c'était vraiment vrai. Ça s'est passé comme ça, réellement. Bref. Quelqu'un alla trouver Jelly Roll Morton et lui dit « Il y a un type sur ce bateau, au piano, il fait ce qu'il veut. S'il a envie, il joue du jazz, mais s'il n'a pas envie, il te joue un truc, c'est comme 20 jazz à la fois. » Jelly Roll Morton avait un fichu caractère, tout le monde le savait. Il dit « Et il ferait comment pour savoir jouer un type qui a même pas assez de couilles pour descendre d'un foutu bateau ?» Et le voilà parti à rire comme un malade, lui l'inventeur du jazz. Les choses auraient pu en rester là, sauf qu'un gars a ajouté « Tu fais bien de rire parce que ce type-là, le jour où il descend, tu repars jouer dans les bordels, aussi vrai que Dieu est vrai dans les bordels. » Jelly Roll s'arrêta de rire. Il sortit de sa poche un petit pistolet à crosse de nacre, le pointa sur la tête du gars qui avait parlé, mais ne tira pas et lui dit « Il est où, ce foutu bateau ?» Son idée, c'était un duel. Ça se faisait à l'époque. Les gars se défiaient à coups de morceaux de bravoure et à la fin, il y en avait un qui gagnait. Des histoires de musiciens. Pas de sang, mais un sacré paquet de haine. Une haine vraie à fleur de peau. Musique et alcool. Ça pouvait durer toute la nuit quelquefois. C'était son idée à Jelly Roll Morton, pour en finir une fois pour toutes avec cette histoire de pianiste sur l'océan, toutes ces blagues. En finir une bonne fois. Le problème, c'était que Novecento, lui, ne jouait jamais dans les ports et ne voulait pas y jouer. Un port, c'est déjà un peu la terre, et ça ne lui plaisait pas à lui. Il jouait où ça lui plaisait, et ce qui lui plaisait, c'était le milieu de la mer, quand la terre n'est déjà plus que des lumières au loin, ou un souvenir, ou un espoir. Il était comme ça. Jelly Roll Morton jura tant qu'il put, mais finit par payer de sa poche un billet aller-retour pour l'Europe, et monta sur le Virginian, lui qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau, sauf ceux qui descendent le Mississippi. « C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais faite de toute ma vie, déclara-t-il entre deux jurons aux journalistes qui allèrent lui dire au revoir sur le quai 14, dans le port de Boston. Puis il s'enferma dans sa cabine et attendit que la terre devienne des lumières au loin, et un souvenir, et un espoir. On ne peut pas dire que Novecento s'intéressait beaucoup à cette histoire. D'ailleurs, il ne comprenait pas vraiment. Un duel ? Et pourquoi ? Mais ça l'intriguait. Il avait bien envie d'entendre comment diable il pouvait jouer l'inventeur du jazz. Il ne disait pas ça pour plaisanter, il y croyait vraiment.
que Jelly Roll était l'inventeur du jazz. À mon avis, il se disait qu'il allait apprendre quelque chose de nouveau. Il était comme ça, Novecento, un peu comme le vieux Danny. Il n'avait aucun sens de la compétition. Ça lui était complètement égal de savoir qui gagnait. Tout le reste qui étonnait, c'était le reste qui étonnait. Tout le reste. À 21h37, le deuxième jour de navigation, avec leur Virginian lancée à 20 nœuds sur sa route vers l'Europe, Jelly Roll Morton se présenta dans la salle de bal des premières classes, extrêmement élégant, tout habillé de noir. Chacun savait exactement ce qu'il avait à faire. Les danseurs s'immobilisèrent, nous, à l'orchestre, on posa nos instruments. Le barman servit un whisky, les gens firent silence. Jelly Roll prit le whisky, s'approcha du piano et regarda Novecento dans les yeux. Il ne dit rien, mais on entendit « Bouge-toi ». Novecento se bougea. « Vous êtes celui qui a inventé le jazz, c'est ça ?»« Ouais. Et toi, t'es celui qui peut pas jouer sans l'océan sous les fesses, c'est ça ?»« Ouais. » Les présentations étaient faites. Jelly Roll s'alluma une cigarette, la posa en équilibre sur le bord du piano, s'assit et commença à jouer. Ragtime. Mais comme une chose qu'on n'aurait jamais entendue avant. Il ne jouait pas, il glissait. C'était comme une combinaison de soie qui glisserait doucement le long du corps d'une femme, mais en dansant. Il y avait tous les bordels de l'Amérique dans cette musique, mais les bordels de luxe, ceux où même les filles du vestiaire sont belles. Jelly Roll termina en brodant de petites notes invisibles, tout là-haut, à la fin du clavier, comme une petite cascade de perles tombant sur un sol de marbre. La cigarette était toujours là, à moitié consumée, mais avec la cendre encore tout accrochée. Comme si elle avait préféré ne pas tomber pour ne pas faire de bruit. Jelly Roll prit la cigarette au bout des doigts. Il avait des mains, c'était des papillons, comme j'ai dit. Il prit la cigarette et la cendre resta accrochée. Elle ne voulait toujours pas tomber. Peut-être qu'il y avait un truc, je n'en sais rien. Mais en tout cas, elle ne tombait pas. Il se leva, l'inventeur du jazz, il s'approcha de Novecento, lui mit sa cigarette sous le nez, avec sa jolie cendre bien droite, et lui dit « À ton tour, marin ». Novecento sourit. Il s'amusait bien. Sans blague. Il s'assit au piano et fit la chose la plus stupide qu'il pouvait faire. Il joua « Reviens mon petit canard », une chanson d'une imbécilité sans fin, un truc de môme. Il l'avait entendu chanter par un émigrant des années auparavant, et ça ne lui était plus sorti de la tête. Il l'aimait vraiment, cette chanson. Je ne sais pas ce qu'il lui trouvait, mais il l'aimait. Il la trouvait terriblement émouvante. Évidemment, c'était difficile d'appeler ça un morceau de bravoure. Même moi, j'aurais pu la jouer, c'est dire. Il joua ça avec un peu d'effet de basse et un écho quelque part, en rajoutant 2-3 fioritures à lui, mais bon, c'était une chanson stupide et ça allait rester. Jelly Roll faisait la tête du type à qui on a volé tous ses cadeaux de Noël. Avec 2 yeux de loup, il foudroya Novecento et se rassit au piano. Il envoya un blues à faire pleurer un mécano allemand. Tu aurais dit qu'il y avait tout le coton de tous les nègres du monde là-dedans, et que lui, il était en train de le ramasser avec ces notes-là. Un truc à y laisser ton âme. Tout le monde se leva. Ça reniflait, ça applaudissait. Jelly Roll n'esquissa même pas un salut, rien. On voyait qu'il en avait déjà plein les couilles de toute cette histoire. C'était à Novecento de jouer. Ça partait mal déjà parce qu'en s'asseyant au piano, il avait 2 larmes grosses comme ça dans les yeux. À cause du blues, il était ému et ça se comprend. La seule chose absurde, ce fut qu'avec toute cette musique qu'il avait dans la tête et dans les mains, qu'est-ce qu'il se met à jouer ? Le blues qu'il venait d'entendre. C'était tellement beau, dit-il ensuite le lendemain, pour se justifier, vous pensez. Il n'avait absolument pas la moindre idée de ce que c'est qu'un duel. Mais pas la moindre. Il joua donc ce blues, et en plus dans sa tête, ça s'était transformé en une succession d'accords très lents, à la suite les uns des autres, en procession, un ennui mortel. Lui, il jouait tout recroquevillé sur le clavier, en les dégustant l'un après l'autre, ces accords. Des accords bizarres d'ailleurs, des trucs dissonants, mais lui, il les dégustait vraiment. Les autres un peu moins. Quand il eut fini, on entendit même quelques sifflets. Ce fut alors que Jelly Roll Morton perdit définitivement patience. Il ne se dirigea pas vers le piano, il se jeta dessus. Entre ses dents, mais de manière à ce que tout le monde comprenne bien, il siffla quelques mots très clairs. « Et maintenant, va te faire mettre, connard !» Puis il commença à jouer. Mais ce n'est pas jouer le mot. Un jongleur, un acrobate. Tout ce qu'il est possible de faire avec un clavier de 88 notes, il le fit. À une vitesse hallucinante, sans se tromper d'une seule note, sans bouger un seul muscle de son visage. Ce n'était même plus de la musique, c'était de la prestidigitation. C'était de la magie carrément. C'était extraordinaire, rien à dire, extraordinaire.
Les gens devinrent fous. Ils criaient, ils applaudissaient, ils n'avaient jamais vu un truc pareil. Ça faisait un boucan, tu te serais cru le jour de la fête nationale. Et dans tout ce boucan, je me retrouve avec Novecento qui me regardait. Il avait l'air le plus déçu du monde, un peu étonné même. Il me regarda et il me dit « Mais il est complètement con, ce type !» Je ne lui répondis rien. Il n'y avait rien à répondre. Il se pencha vers moi et il me dit « Donne-moi une cigarette, tiens. » J'étais tellement ahurie que j'en ai pris une et je lui ai donné. Je veux dire, il ne fumait pas, Novecento. Il n'avait jamais fumé jusque-là. Il prit la cigarette, pivota sur ses talons et alla s'asseoir au piano. Il leur fallut un peu de temps pour comprendre dans la salle qu'ils étaient assis et que si ça se trouve, ils voulaient peut-être même jouer. On entendit 2 ou 3 plaisanteries lourdes et des rires, quelques sifflets. Les gens sont comme ça, méchants avec ceux qui perdent. Novecento attendit patiemment qu'il se fasse une sorte de silence autour de lui. Puis il lança un regard à Jelly Roll, qui était là-bas, au bar, debout en train de boire une coupe de champagne, et il dit tout bas « Tu l'auras voulu, pianiste de merde ». Puis il posa ma cigarette sur le bord du piano, éteinte, et il commença. Par un audio, un morceau d'une virtuosité folle, peut-être joué à 4 mains, il ne dure pas plus de 30 secondes. Il se termine par une charge d'accords fortissimo. Le comédien attend que le morceau soit fini, puis il reprend. Bon. Le public avala tout ça sans respirer, en apnée, les yeux vissés sur le piano et la bouche ouverte comme de parfaits imbéciles. Et ils restèrent là sans rien dire, complètement éberlués. Même après cette dernière charge meurtrière d'accords qui avait l'air d'être jouée à 50 mains, on aurait cru que le piano allait exploser. Et dans ce silence de folie, Novecento se leva, prit ma cigarette, se pencha un peu vers le piano par-dessus le clavier et approcha la cigarette des cordes. Un grésillement léger. Il s'écarta et la cigarette était allumée, je le jure, bel et bien allumée. Novecento la tenait à la main comme une petite bougie. Il ne fumait pas et il ne savait même pas la tenir entre ses doigts. Il fit quelques pas et arriva devant Jelly Roll Morton. Il lui tendit la cigarette. « Fume-la, toi. Moi, je ne sais pas fumer. » Ce fut à ce moment-là que les gens se réveillèrent du sortilège. Et ce fut alors une apothéose de cris et d'applaudissements. Un boucan énorme, je ne sais pas, mais on n'avait jamais vu ça. Tout le monde qui hurlait, qui voulait toucher Novecento, le bordel généralisé. On n'y comprenait plus rien. Mais moi je le voyais, Jelly Roll Morton, au milieu de tout ça, qui fumait nerveusement cette maudite cigarette et qui cherchait quelle tête faire, sans la trouver, sans même savoir où poser ses yeux. Et à un moment, sa main de papillon se mit à trembler. Mais elle tremblait vraiment, je la voyais trembler. Je n'oublierai jamais. Elle tremblait tellement qu'à un moment, la cendre se détacha de la cigarette et tomba. D'abord sur le bel habit noir, puis doucement sur le soulier de droite. Un soulier verni noir, brillant, cette cendre comme un crachat blanc. Et lui, il regardait ça, je m'en souviens encore. Il regarda le soulier, le vernis et la cendre, et il comprit. Il comprit ce qu'il y avait à comprendre et il tourna les talons. Et marchant doucement, posant un pied après l'autre, doucement pour que cette cendre ne bouge pas, il traversa la grande salle et disparut, lui et ses souliers vernis noirs, avec dessus ce crachat blanc qu'il emportait avec lui. Et ce qu'il y avait d'écrit là, c'était que quelqu'un avait gagné, et ce n'était pas lui. Jelly Roll Morton passa le reste du voyage enfermé dans sa cabine. À l'arrivée à Southampton, il descendit du Virginian. Le lendemain, il repartit pour l'Amérique, mais sur un autre bateau. Il ne voulait plus entendre parler de Novecento ni du reste. Il voulait rentrer, point. Accoudé à la rambarde, sur le pont des 3e classes, Novecento le vit descendre avec son beau costume blanc et toutes ses valises, de belles valises en cuir clair. Et je me souviens qu'il dit seulement « Et au cul aussi le jazz !» Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisbonne, Santiago du Chili, Rio de Janeiro, Antilles, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hambourg, New York, Gênes, Floride, Rio de Janeiro, Floride, New York, Gênes, Lisbonne, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Cork, Boston, Liverpool, Rio de Janeiro, New York, Liverpool, Santiago du Chili, New York, Liverpool, océan, plein milieu. C'est là, à ce moment-là, que le tableau se décrocha. Moi, cette histoire des tableaux, ça m'a toujours fait une drôle d'impression. Il reste accroché pendant des années et tout à coup, sans que rien se soit passé, j'ai bien dit rien, vlam, ils tombent. Ils sont là, accrochés à leurs clous, personne ne leur fait rien, et eux, à un moment donné, vlam, ils tombent, comme des pierres. Dans le silence le plus total, sans rien qui bouge autour, pas une mouche qui vole, et eux,
Vlam. Sans la moindre raison. Pourquoi à ce moment-là et pas à un autre? On ne sait pas. Vlam. Qu'est-ce qui est arrivé à ce clou pour que tout à coup il décide qu'il n'en peut plus? Aurait-il donc une âme, lui aussi, le pauvre malheureux? Peut-il décider quelque chose? Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient, le tableau et lui. Ils hésitaient encore un peu, ils en discutaient tous les soirs, depuis des années, et puis finalement ils se sont décidés pour une date, une heure, une minute, une seconde, maintenant. Vlam. Ou alors, ils le savaient depuis le début, tous les deux. Ils avaient tout combiné entre eux. Bon, t'oublies pas que dans cet an, je lâche tout. T'inquiète pas, pour moi, c'est bon. Alors, d'accord, pour le 13 mai, d'accord, vers 6 heures. Ah, j'aimerais mieux 6 heures moins le quart. D'accord. Allez, bonne nuit, bonne nuit. 7 ans plus tard, 13 mai, 6 heures moins le quart, vlam. Incompréhensible. C'est une de ces choses, il faut pas trop y penser, sinon tu sors de là, t'es fou. Quand le tableau se décroche, quand tu te réveilles un matin à côté d'elle et que tu ne l'aimes plus, quand tu ouvres le journal et tu lis que la guerre a éclaté, quand tu vois un train et tu te dis je me tire, quand tu te regardes dans la glace et tu comprends que tu es vieux, quand Novecento sur l'océan, plein milieu, leva les yeux de son assiette et me dit « À New York, dans 3 jours, je descends. » J'en suis restée baba. Vlam. Un tableau, tu ne peux pas lui poser des questions, mais Novecento, si. Je le laissais tranquille un moment, puis je commençais à le tanner. Je voulais comprendre pourquoi. Il y avait forcément une raison. Un type ne reste pas 32 ans sur un bateau et puis tout à coup, un jour il descend, comme si de rien n'était, sans même dire pourquoi à son meilleur ami, sans rien lui dire du tout. Il y a quelque chose que je dois avoir là-bas, il me fait. Et c'est quoi? Il ne voulait pas me le dire, et ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que quand il le fit, ce fut pour me dire la mer. La mer? La mer. Ben voyons, t'aurais pu penser à tout sauf à ça. J'arrivais pas à le croire. Peut-être qu'il voulait se payer ma tronche, le coup du siècle. Ça fait 32 ans que tu la vois, la mère Novecento. D'ici. Moi, je veux la voir de là-bas. C'est pas la même chose. Bon Dieu, j'avais l'impression de parler avec un môme. Eh bien, d'accord. Tu attends qu'on soit arrivé au port. Là, tu te penches et tu la regardes bien. C'est la même chose. C'est pas la même chose. Et qui t'a raconté ça? C'était un dénommé Baster qui le lui avait raconté, Lynn Baster, un paysan. Un de ceux qui travaillent comme des mules pendant 40 ans et n'ont jamais rien vu d'autre que leurs champs et peut-être 1 ou 2 fois la grande ville, à quelques lieues de là, les jours de foire. Sauf que ce paysan-là, la sécheresse lui avait tout pris. Sa femme était partie avec un prédicateur quelconque et ses mômes la fièvre les lui avaient emportés, tous les deux. Le type né sous une bonne étoile, quoi. Alors un jour, il avait pris ses affaires et il s'était lancé à traverser toute l'Angleterre à pied pour aller jusqu'à Londres. Mais comme les routes, ce n'était pas son fort, au lieu d'arriver à Londres, il s'était retrouvé dans un petit village, au milieu de nulle part. Un endroit où, si tu continuais à marcher après 2 virages de l'autre côté de la colline, pour finir, tout à coup, tu voyais la mer. Lui, il ne l'avait jamais vue, la mer. Et ça l'avait foudroyé sur place. C'était ça qui l'avait sauvé, à l'en croire. Il disait... C'est comme un hurlement géant, mais qui ne s'arrêterait jamais de crier. Et ce qu'il crie, c'est « Bande de cocus, la vie c'est quelque chose d'immense, vous allez comprendre ça, oui ou non? Immense !» Il n'y avait jamais pensé avant, ce Lynn Baster, sans blague. Ça ne lui était jamais arrivé de penser une chose pareille. À tel point que dans sa tête, ce fut comme une révolution. Peut-être que Novecento c'était pareil, peut-être que ça ne lui avait jamais traversé l'esprit, cette histoire-là, que la vie c'est quelque chose d'immense. Il s'en était douté, peut-être, mais personne jamais ne le lui avait crié aussi fort. Si bien que cette histoire de la mer et tout le reste, il se la fit raconter des milliers de fois par le dénommé Baster. Et il finit par décider que lui aussi, il devait essayer. Quand il se lança à m'expliquer la chose, il avait la tête du gars qui t'explique le fonctionnement du moteur à explosion. C'était scientifique. Je peux y rester encore des années, sur ce bateau, sans que la mer me dise quoi que ce soit à moi. Alors que là, je descends, je vis sur la terre, et de la terre, pendant quelques années, je deviens un type normal. Et puis un jour, je m'en vais, j'arrive sur une côte, n'importe laquelle, je lève les yeux, je regarde la mer, et elle sera là, et je l'entendrai crier. Scientifique. La connerie la plus scientifique du siècle, ça me paraissait à moi. J'aurais pu lui dire, mais je ne l'ai pas dit. Ce n'était pas si simple. Il faut dire que je l'aimais bien, Novecento. J'avais bien envie qu'un jour ou l'autre, il descende et qu'il joue pour les gens de la terre, et qu'il se marie avec une femme sympathique, et qu'il ait des enfants, bref, toutes les choses de la vie, qui n'est peut-être pas immense, mais bon, qui est belle quand même, si t'as la chance. Un peu, et si t'as envie.
Bref, cette histoire, ça me semblait un vrai attrape-couillon, mais si ça pouvait aider Novecento à descendre, ça m'allait. Et je commençais même à penser que c'était une bonne chose finalement. Je lui dis que son raisonnement était correct, et que j'étais content vraiment, et que j'allais lui offrir mon manteau en poil de chameau. Il aurait une sacrée allure là-dedans, quand il descendrait la passerelle avec ce manteau en poil de chameau. Lui, de son côté, il était quand même un peu ému. Mais toi, tu viendras me voir, hein, sur la terre. Bon Dieu, je t'avais une pierre là dans la gorge. Vraiment comme une pierre, ça me tuait de l'entendre parler comme ça. Je déteste les adieux. Et je me suis mise à rire du mieux que je pouvais, assez mal d'ailleurs, et à lui dire que bien sûr j'irais le voir, et on ferait courir son chien dans les champs, et sa femme nous mettrait une dinde au four, et je ne sais plus quelle connerie encore. Et lui, il riait, et moi je riais aussi. Mais à l'intérieur, on savait bien tous les deux que la vérité était différente. Que la vérité, c'était que tout serait fini, et qu'il n'y avait rien à y faire. Ça devait arriver, et ça arrivait maintenant. Danny Boodman T.D. Linmon, Novecento, allait descendre de Virginia dans le port de New York, un jour de février. Après 32 années passées en mer, il allait descendre à terre pour aller voir la mer. Commence une musique du genre vieille ballade. Le comédien disparaît dans l'obscurité, puis reparaît habillé comme Novecento, en haut de la passerelle d'un paquebot. Manteau en poil de chameau, chapeau, grande valise. Il reste là quelques instants immobile dans le vent, regardant devant lui. Il regarde New York, puis il descend la première marche, la deuxième, la troisième. À ce moment-là, brusquement, la musique s'interrompt et Novecento s'arrête net. Le comédien ôte son chapeau et se tourne vers le public. Ce fut à la troisième marche qu'il s'arrêta, brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as marché dans une merde » fit Neil O'Connor, un Irlandais qui ne comprenait foutre rien à rien, mais que ça n'empêchait pas d'être de bonne humeur, toujours. « Il a peut-être oublié quelque chose, j'ai dit. »« Et quoi donc ?»« Est-ce que je sais? Il a peut-être oublié pourquoi il descend. Dis pas de conneries. » Et pendant ce temps-là, Novecento immobile, un pied sur la deuxième marche et un pied sur la troisième. Il resta comme ça une éternité. Il regardait devant lui comme s'il cherchait quelque chose. Et il finit par faire une chose bizarre. Il enleva son chapeau, passa la main par-dessus la rampe et laissa tomber le chapeau. On aurait dit comme un oiseau fatigué ou une omelette bleue avec des ailes. Il fit 2 ou 3 volutes dans les airs et tomba dans la mer. Il flottait. C'était un oiseau, évidemment, pas une omelette. Quand on a relevé les yeux vers la passerelle, ça a été pour voir Novecento avec son manteau en poil de chameau, mon manteau en poil de chameau, qui remontait ses 2 marches en tournant le dos au monde avec un drôle de sourire sur le visage. En 2 pas, il avait disparu à l'intérieur du navire. « T'as vu, le nouveau pianiste est arrivé » a dit Neil O'Connor. « C'est le plus grand, paraît-il » j'ai répondu, et je ne savais pas si j'étais triste ou bien heureux à en mourir. Ce qu'il avait vu du haut de cette maudite 3e marche, il n'a pas voulu me le dire. Ce jour-là, et pendant les 2 traversées qu'on a faites encore après, Novecento resta un peu bizarre. Il parlait moins que d'habitude et il avait l'air très occupé par une histoire à lui, personnelle. Nous, on ne posait aucune question. Lui, il faisait comme si de rien n'était. On voyait qu'il n'était pas tout à fait normal, mais bon, on n'avait pas envie d'aller l'interroger. Les choses continuèrent ainsi pendant quelques mois. Puis un jour, Novecento entra dans ma cabine et lentement, mais toute d'une traite, sans s'arrêter, me dit « Merci pour le manteau, il m'allait drôlement bien. Dommage, j'aurais eu une sacrée allure avec, mais ça va beaucoup mieux maintenant, c'est passé. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je ne le serai plus jamais. » Quant à moi, je n'étais même pas certain qu'il l'ait jamais été malheureux. Ce n'était pas une de ces personnes dont tu te demandes toujours « Est-ce qu'il est heureux, ce type-là » C'était Novecento, point. Il ne te faisait pas venir à l'esprit l'idée du bonheur ou de la souffrance. Il avait l'air au-dessus de tout. Il avait l'air intouchable. Lui et sa musique, le reste, ça comptait pas. Tu ne dois pas t'imaginer que je suis malheureux, je ne le serai plus jamais. Ça m'en a laissé baba, cette phrase. Il n'avait pas l'air du gars qui plaisante en disant ça. L'air de celui qui sait très bien où il va et qui y arrivera. C'était comme quand il s'asseyait au piano et qu'il commençait à jouer. Aucune hésitation dans ses mains, les touches semblaient les attendre depuis toujours, ces notes, comme si elles n'avaient jamais existé que pour ces notes-là et uniquement pour elles. On avait l'impression qu'il inventait dans l'instant, mais ces notes-là, quelque part dans sa tête, elles étaient écrites depuis toujours. Je sais maintenant que ce jour-là, Novecento avait décidé qu'il allait s'asseoir devant les touches blanches et noires de sa vie et commencer à jouer une musique, absurde et géniale, compliquée mais superbe, la plus grande de toutes.
et danser sur cette musique ce qui lui resterait d'années, et plus jamais être malheureux. Moi, je suis descendue du Virginia le 21 août 1933. J'y étais montée 6 années plus tôt, mais ça me paraissait une vie entière. Je n'en suis pas descendue pour un jour ou pour une semaine, j'en suis descendue pour toujours. Avec mes papiers de débarquement, mes arriérés de paye, tout, en règle. J'en avais fini avec l'océan. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas aimée, cette vie-là. C'était une drôle de manière de faire coller les choses, mais ça fonctionnait. Sauf que je n'arrivais pas vraiment à penser que ça pouvait durer toujours. Si tu es marin, c'est différent. Ta place est sur la mer, tu peux y rester jusqu'à ce que tu crèves, pas de problème. Mais un type qui joue la trompette, si tu joues de la trompette sur la mer, tu es un étranger. Et tu le seras toujours. Que tu rentres chez toi tôt ou tard, c'est juste. Et tôt, c'est encore mieux, je me suis dit. Et tôt, c'est encore mieux, j'ai dit à Novecento. Et il a compris. On voyait bien qu'il n'avait aucune envie de me voir descendre cette passerelle. Et en plus pour toujours, mais jamais il ne me le dit. Et c'était mieux comme ça. Le dernier soir, on était en train de jouer pour les habituels connards des premières. Et le moment de mon solo arriva. Je commençais donc à jouer. Et après quelques notes, j'entends le piano qui s'en vient avec moi, tout bas, avec douceur, mais il jouait avec moi. On continuait comme ça tous les deux. Et moi, bon Dieu, je jouais du mieux que je pouvais. Pas tout à fait Louis Armstrong, mais vraiment je jouais bien avec Novecento derrière moi, qui me suivait partout, comme lui seul savait le faire. Les autres nous ont laissé continuer un petit bout de temps, ma trompette et son piano pour la dernière fois, à nous dire toutes les choses qu'on peut jamais se dire avec les mots. Autour de nous, les gens continuaient à danser. Ils ne s'étaient aperçus de rien. Ils ne pouvaient pas s'en apercevoir. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils continuaient à danser comme si de rien n'était. Peut-être qu'un type a juste dit à un autre « T'as vu, celui qui est à la trompette, c'est rigolo, il doit être saoul. » Ou alors, il a un grain. « Regarde-le, celui qui est à la trompette. Il joue et pendant ce temps, il pleure. » Ce qui s'est passé après, une fois débarqué, c'est une autre histoire. J'aurais peut-être pu faire quelque chose de bien si cette fichue guerre n'était pas venue se mettre en travers, ça aussi. Ça a tout compliqué. On ne savait plus où on était. Il fallait avoir un sacré cerveau pour s'y retrouver. Il fallait avoir des qualités que moi, je n'avais pas. Moi, je savais jouer de la trompette. C'est étonnant à quel point ça peut être inutile quand la guerre est là, collé à tes basques, à pas vouloir te lâcher. Bref, pour ce qui est du Virginian et de Novecento, je n'en ai plus entendu parler pendant des années. Ce n'est pas que j'avais oublié, j'ai continué toujours à me souvenir de lui, et je me demandais sans cesse qu'est-ce qu'il ferait Novecento s'il était là, qu'est-ce qu'il dirait, au cul la guerre, il dirait. Mais quand c'était moi qui le disais, ça faisait pas pareil. Ça allait tellement mal que, par moments, je fermais les yeux et je repartais là-bas, en 3e classe, à écouter les émigrants chanter l'opéra et Novecento jouer on ne sait quelle musique, ses mains, sa tête et l'océan autour. Par l'imagination, j'y allais, et par les souvenirs, c'est tout ce qu'il te reste quelquefois pour sauver ta peau, quand t'as plus rien. C'est un truc de pauvre, mais ça marche toujours. Bref, tout ça, c'était une histoire terminée, qui avait vraiment l'air terminée. Et puis un jour, je reçois une lettre, écrite par Neil O'Connor, l'Irlandais, qui n'arrêtait jamais de plaisanter. Mais cette fois, c'était une lettre sérieuse. Elle disait que le Virginian était rentré de la guerre tout déglingué. Il avait servi d'hôpital flottant, et il était dans un tel état à la fin qu'ils avaient décidé de le couler. Ils avaient débarqué à Plymouth, le peu d'équipage qui restait. Ils avaient bourré le bateau de dynamite, et un jour ou l'autre, ils l'emmèneraient au large pour s'en débarrasser. Boum! Et on n'en parle plus. Après, il y avait un post-scriptum. Il disait « T'aurais pas 100 $, je te jure que je te les rendrai. » Et encore après, un autre post-scriptum, il disait « Novecento est pas descendu. » J'ai retourné la lettre dans tous les sens pendant des jours. Puis j'ai pris le train qui allait à Plymouth. J'y suis allée jusqu'au port, j'ai cherché le Virginian. Je l'ai trouvé, j'ai donné un peu de fric au gardien qui était là. Je suis montée sur le bateau, je l'ai parcouru d'un bout à l'autre. Je suis descendue jusqu'à la salle des machines. Je me suis assise sur une caisse qui avait l'air d'être bourrée de dynamite. J'ai ôté mon chapeau, je l'ai posé par terre et je suis restée là, en silence, sans savoir quoi dire. Là, immobile, à le regarder, lui, là, immobile, qui me regardait. Dynamite aussi sous ses fesses, dynamite partout. Danny Boudman, Tidy Lemon Novecento, à croire qu'il le savait que j'allais venir, comme il savait toujours les notes que t'allais jouer, et avec cette tête vieillie, mais d'une belle façon, sans fatigue. Pas une lumière sur le bateau, sauf celle qui filtrait de l'extérieur. Dieu sait comment elle était la nuit. Les mains blanches, la veste bien boutonnée, les souliers brillants. Il n'était pas descendu, lui. Dans la pénombre, on aurait dit un prince.
Il n'était pas descendu, il allait sauter avec le reste au milieu de la mer. Le grand final avec tous les gens qui regardent au bout du quai et sur le rivage, le grand feu d'artifice, adieu tout le monde, le rideau tombe, flammes, fumée et grande vague à la fin. Danny Boonman Tiddy Limon Novecento. Sur ce navire englouti par l'obscurité, mon dernier souvenir de lui, c'est une voix, juste une voix, adagio, qui parle. Le comédien devient Novecento. Toute cette ville, on n'en voyait pas la fin. Hep, la fin, s'il vous plaît, on voudrait voir la fin. Et ce bruit. Sur cette maudite passerelle, c'était très beau tout ça. Et moi, j'étais grand avec ce manteau. J'avais une sacrée allure et bien sûr, j'allais descendre. C'était garanti, pas de problème. Avec mon chapeau bleu. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième marche, troisième marche. Première marche, deuxième. Ce n'est pas ce que j'ai vu qui m'a arrêté. C'est ce que je n'ai pas vu. Tu peux comprendre ça, mon frère? C'est ce que je n'ai pas vu. Je l'ai cherché, mais ça n'y était pas. Dans toute cette ville immense, il y avait tout sauf, il y avait tout, mais de fin, il n'y en avait pas. Ce que je n'ai pas vu, c'est où ça finissait tout ça, la fin du monde. Imagine maintenant un piano. Les touches ont un début et les touches ont une fin. Toi, tu sais qu'il y en a 88. Là-dessus, personne ne peut te rouler. Elles ne sont pas infinies, elles. Mais toi, tu es infini. Et sur ces touches, la musique que tu peux jouer, elle est infinie. Elles sont 88. Toi, tu es infini. Voilà ce qui me plaît. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre. Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi... Mais si je monte sur cette passerelle et que devant moi se déroule un clavier de millions de touches, des millions et des milliards... Des millions et des milliards de touches qui ne finissent jamais. C'est la vérité vraie qu'elles ne finissent jamais. Et ce clavier-là, il est infini. Et si ce clavier est infini, alors, sur ce clavier-là, il n'y a aucune musique que tu puisses jouer. Tu n'es pas assis sur le bon tabouret. Ce piano-là, c'est Dieu qui y joue. Nom d'un chien, mais tu les as seulement vus, ces rues. Rien qu'en rue, il y en avait des milliers. Comment vous faites là-bas pour en choisir une? Pour choisir une femme? Une maison, une terre qui soit la vôtre, un paysage à regarder, une manière de mourir. Tout ce monde-là, ce monde collé à toi, et tu ne sais même pas où il finit. Jusqu'où il y en a. Vous n'avez jamais peur, vous, d'exploser, rien que d'y penser, à toute cette énormité, rien que d'y penser, d'y vivre? Moi, j'y suis née sur ce bateau, et le monde y passait, mais par 2000 personnes à la fois. Et des désirs, il y en avait aussi, mais pas plus que ceux qui pouvaient tenir entre la proue et la poupe. Tu jouais ton bonheur sur un clavier qui n'était pas infini. C'est ça que j'ai appris moi. La terre, c'est un bateau trop grand pour moi. C'est un trop long voyage, une femme trop belle, un parfum trop fort, une musique que je ne sais pas jouer. Pardonnez-moi, mais je ne descendrai pas. Laissez-moi revenir en arrière, s'il vous plaît. Et maintenant, essaye de comprendre, mon frère. Essaye de comprendre, si tu peux. Avec tout ce monde dans les yeux, terrible mais beau, trop beau, et la peur qui me ramenait en arrière, le bateau, encore et toujours, un petit bateau. Ce monde dans les yeux toutes les nuits à nouveau. Les fantômes. Tu peux en mourir si tu les laisses faire. L'envie de descendre, la peur de le faire. À force, tu deviens fou. Fou. Il faut que tu fasses quelque chose et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'imaginer. Et après, je l'ai fait. Chaque jour pendant des années, 12 années, des milliards d'instants. Un geste invisible et très lent. Moi qui n'avais pas été capable de descendre de ce bateau pour me sauver moi-même, je suis descendue de ma vie. Marche après marche, et chaque marche était un désir. À chaque pas, un désir auquel je disais adieu. Je ne suis pas fou, mon frère. On n'est pas fou quand on trouve un système qui vous sauve. On est rusé comme l'animal qui a faim. La folie, ça n'a rien à voir. C'est le génie, ça. La géométrie, la perfection. Les désirs déchiraient mon âme. J'aurais pu les vivre, mais je n'y suis pas arrivée. Alors je les ai ensorcelés. Et je les ai laissés l'un après l'autre derrière moi. De la géométrie, un travail parfait. Toutes les femmes du monde, je les ai ensorcelées en jouant une nuit entière pour une femme, une. La peau transparente, des mains sans un seul bijou, des jambes fines. Elle balançait sa tête au son de ma musique, sans sourire, sans baisser les yeux. Jamais une nuit entière. Et quand elle s'est levée, ce n'est pas elle qui est sortie de ma vie. C'était toutes les femmes du monde. Le père que je ne serai jamais, je l'ai ensorcelé en regardant un enfant mourir.
Pendant des jours entiers, assis auprès de lui, sans rien perdre de ce spectacle effroyablement beau, je voulais être la dernière vision qu'il aurait au monde. Et quand, s'il s'en est allé en me regardant dans les yeux, ce n'est pas lui qui est parti, mais tous les enfants que je n'ai jamais eus. La terre qui était la mienne, quelque part dans le monde, je l'ai ensorcelée en écoutant chanter un homme qui venait du nord. Et en l'écoutant, tu voyais tout. Tu voyais la vallée, les montagnes autour, la rivière qui descendait doucement, la neige l'hiver, les loups dans la nuit. Et quand cet homme a eu fini de chanter, alors ma terre, où qu'elle se trouve, a été finie à jamais. Les amis que je désirais avoir, je les ai ensorcelés. En jouant pour toi et avec toi, ce soir-là, et dans l'expression de ton visage, dans tes yeux, je les ai vus tous. Mes amis bien-aimés, quand tu es parti, ils s'en sont allés avec toi. J'ai dit adieu à l'émerveillement quand j'ai vu les icebergs géants de la mer du Nord s'écrouler, vaincus par la chaleur. J'ai dit adieu au miracle quand j'ai vu rire ces hommes que la guerre avait démolis. J'ai dit adieu à la colère quand j'ai vu ce bateau qu'on bourrait de dynamite. J'ai dit adieu à la musique, à ma musique, le jour où je suis arrivée à la jouer tout entière dans une seule note, d'un seul instant. Et j'ai dit adieu à la joie, en l'ensorcelant elle aussi, quand je t'ai vue entrer ici. Ce n'est pas de la folie, mon frère, c'est de la géométrie. C'est un travail d'orfèvre. J'ai désarmé le malheur, j'ai désenfilé ma vie de mes désirs. Si tu pouvais remonter ma route, tu les y trouverais, les uns après les autres, ensorcelés, immobiles, arrêtés là pour toujours, jalonnant le parcours de cet étrange voyage que je n'ai jamais raconté à personne, sauf à toi. Novecento s'éloigne vers les coulisses. Il s'arrête, se retourne. Je la vois déjà à la scène, à l'arrivée là-haut, avec le gars qui cherche mon nom sur la liste et qui ne le trouve pas. Comment avez-vous dit que vous vous appeliez ? Novecento. Nojinski, Notabarbolo, Novalis, Novak, c'est parce que je suis née sur un bateau. Plaît-il ? Je suis née sur un bateau, et j'y suis mort d'ailleurs, c'est peut-être marqué quelque part. Naufrage ? Non. Sauter en l'air. 6 quintaux et demi de dynamite. Boum. Ah, et tout va bien maintenant ? Oui, oui, très bien. Enfin, il y a juste cette histoire de bras, un bras qui a disparu, mais on m'a assuré que... Il vous manque un bras ? Oui, c'est dans l'explosion. On doit en avoir un ou deux par là. C'est lequel ? Le gauche. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai bien peur qu'on n'ait que 2 droits, vous savez ? 2 bras droits ? Et ça vous ferait problème en cas si... Si quoi ? Je veux dire, si vous preniez un bras droit à la place du bras gauche ? Oui. Ben non, tout compte fait, mieux vaut un droit que rien du tout. C'est ce que je pense aussi. Attendez un instant, je vais vous le chercher. Si jamais je repassais dans quelques jours et que vous en ayez un gauche... Zut, j'ai un blanc et un noir. Non, non, la même teinte. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les nègres, hein. C'est juste que... La poisse. Toute une éternité là-haut, au paradis, avec 2 mains droites. D'une voix nasale. Allez, maintenant, on va faire un beau signe de croix. Il commence à le faire, mais s'arrête. Il regarde ses mains. Tu ne sais jamais laquelle utiliser. Il hésite un instant, puis fait un rapide signe de croix avec les 2 mains. Toute une éternité, des millions d'années à passer pour un débile. Il refait le signe de croix à 2 mains. L'enfer, au paradis. Pas de quoi rire. Il se tourne vers les coulisses, s'arrête un pas avant de sortir, se tourne de nouveau vers le public. Il a les yeux qui brillent. Bien sûr, mais quand même, tu imagines cette musique, avec ces mains-là, avec 2 mains droites, 2, évidemment, à condition qu'il y ait un piano. Il redevient sérieux. C'est de la dynamite que tu as sous les fesses, mon frère. Lève-toi de là et va-t'en. C'est fini pour de bon cette fois. Il sort.